Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 4 de notre challenge Longévité VG aujourd'hui. Et ça termine fort avec Dr Jules Cormier. Jules, je te remercie tellement d'être là encore. Comme je vous disais, Jules, il revient d'une conférence, c'était au début du mois de mars ou fin février, en tout cas, il revient d'une conférence justement avec tous nos mentors en lifestyle medicine. Donc, tout ce qu'il va vous partager, tu peux pas avoir plus à jour que ça. De toute façon, Jules, il se tient vraiment à jour, il est très impliqué dans ça, même si à la base, c'est un médecin de famille, mais que tu enseignes à l'université, hein, tu étais basé à Moncton, fait que tu enseignes pour l'université de Sherbrooke, je pense à Moncton, c'est ça? Puis tu fais Exact. aussi de la Ouais, chirurgie de la peau ou quelque chose comme ça. exact. Puis aussi, c'est un athlète, hein? Je ne sais pas si je vous l'avais dit, là, il fait des courses de Ninja Warrior, donc des courses de parcours. Tu peux être végé, en forme, athlète, pas manquer d'énergie, pas manquer de protéines. Et tu Elle peux est un surtout aussi haute renverser. tesson. Haute tesson. Fermez vos sons, s'il vous plaît. Elle va Tu peux- souper dans le fridge, va chercher le fridge à Jonathan. S'il vous plaît, fermez vos sons, s'il vous plaît. Je recommence l'enregistrement, OK? Parce que je veux vraiment que ça soit bon. Les amis, fermez vos sons. Donc, allô, Jules, super contente que tu sois avec nous aujourd'hui pour Allô? notre jour 4 du défi santé longévité. Comme je dis, Jules, il revient d'un congrès en lifestyle medicine, donc sa conférence, ça ne peut pas être plus à jour que ça. Et comme vous m'aviez beaucoup posé des questions par rapport aux hormones, la ménopause, tout ça, ben, je lui ai demandé d'en glisser quelques-unes parce que il y a un an ou deux, tu étais venu, puis c'était justement de ce sujet-là que tu nous avais parlé. Là, on voulait plus parler de tu sais, on a beaucoup de problèmes de santé, de problèmes de digestion, cholestérol élevé, tous ces challenges-là. Puis, des fois, on a ça déjà, on n'est rien qu'à 50, 60 ans. Fait que ça augure mal pour vieillir en santé, comme on dit. On vit de plus en plus vieux, je vous expliquais, hein, les femmes ont vécu jusqu'à 85 ans en moyenne, mais on est 13 ans malades. Fait que comment on peut allonger notre vie, mais allonger aussi la qualité de vie pour nos dernières années? Donc, c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment vivre longtemps en santé? Où est-ce qu'il faut mettre vos énergies? Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires à la mode présentement, puis vous allez voir que des fois, c'est pas aussi efficace que d'aller jouer vraiment à la base avec vos habitudes de vie qui sont prioritairement qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette, puis aussi comment qu'on bouge, puis probablement le stress, puis tout ça. Donc, Jules, il est médecin à Moncton. Il enseigne aussi à l'université de Sherbrooke, mais de Moncton. Puis, il fait aussi de la chirurgie au niveau de la peau. Puis, c'est un athlète Ninja Warrior. Fait que je vais te laisser là-dessus. Je ne sais pas si tu peux peut-être en 2 minutes même expliquer ton parcours, comment tu en es venu à l'alimentation végétale, parce que tu n'étais pas comme ça peut-être il y a 8-10 ans, là, pour montrer que ça peut nous arriver aussi. Moi aussi, j'ai réglé mes problèmes de santé par l'alimentation végétale. Puis c'est devenu notre passion, nous autres, d'aider les gens à faire la même chose. Donc, je te laisse là-dessus, Jules. Super, merci. Je vais commencer par me présenter puis présenter mon parcours. Merci Nathalie Régis, j'ai pas de pour son. l'invitation. Dans le fond, moi, ça fait plus que 10 ans que je suis sur un régime 100% végétalien. Puis dans le fond, ça a commencé avec des problèmes de santé. Ça a commencé avec l'asthme, l'eczéma, puis deux conditions qu'on appelle l'urticaire chronique idiopathique. Dans le fond, des éruptions cutanées du genre allergie de peau puis de l'angioïdème cholinergique. Donc, ça, c'est de l'enflure, c'est des signes et des symptômes compatibles avec ou similaires à une réaction anaphylactique. Et donc, ça a paralysé ma vie pour plusieurs années. Puis finalement, ma transition s'est faite après conseil d'une diététiste qui m'a recommandé de peut-être commencer à couper les viandes, les produits animaux, puis les produits laitiers. Puis, longue histoire courte, en dedans de 12 à 18 mois, j'avais fait ma transition 100% vers une alimentation à base de plantes, renversé toutes mes conditions médicales, débarrassé de mes médicaments que j'utilisais pour ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai été chercher multiples certifications en nutrition, de Guelph. Puis dans le fond, depuis ce temps-là, ma mission est vraiment de comme, diffuser l'information par rapport au régime à base de plantes entières, puis aussi de l'enseigner en médecine. Et donc, l'année prochaine, juillet 2026, on a finalement signé le contrat hier pour avoir un curriculum de formation médicale en médecine du mode de vie. Le deuxième site au Canada et il y a au-dessus de 200 sites aux États-Unis. Mais
un à Laval et le deuxième à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Et donc, en tout cas, je suis vraiment, vraiment content de diffuser mon message, ma mission à tout le monde qui est ici. Je vais vous partager une présentation. On va parler d'inflammation d'hormones, puis dans le fond, essayer de distinguer c'est quoi les changements payants que les gens peuvent faire pour essayer d'améliorer leur santé. Parce que, comme vous le savez, en ligne, on peut trouver des messages contradictoires, complètement opposés de l'un de l'autre. Les gens sont confus, ne savent plus qui croire puis qui écouter. Et comme mon intention, c'est de vous offrir un message qui est nuancé, mais pas extrémiste, pour essayer de prendre des pas, genre pratico-pratiques, mais des pas réalistes vers une meilleure santé hormonale, mais aussi une meilleure longévité. So, je vais vous présenter ça. Donnez-moi 30 secondes que je partage mon écran. Vous devriez voir ma présentation maintenant. Laissez-moi savoir si jamais que Oui, non. oui, Et oui, on donc, voit super bien. je vous parle d'équilibre hormonal et longévité. Euh, Dans le fond, il faut commencer par dire que 80% de notre santé globale est déterminée par 80% de nos choix. Puis nos choix peuvent être en termes de nutrition, en termes d'exercice, en termes d'hygiène de sommeil, gestion de stress. Puis dans le fond, souvent, les gens ont tendance à blâmer, tu sais, là, ah, ça court de ma famille, mes maladies de cœur ou mes cancers. Mais on le sait que les modifications des habitudes de vie peuvent changer l'expression de gènes prédéterminés par notre naissance. On appelle un phénomène d'épigénétique. Puis dans le fond, on est capable de renverser tu sais, là, les genres de cartes qui nous ont été données, qui nous peut-être prédisposent à certaines conditions purement par des choix qu'on fait chaque jour, incluant les plus importants, la nutrition puis l'exercice. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vous parle surtout de nutrition, mais gardez en tête qu'il y a 6 piliers d'habitude de vie ou d'une vie saine: nutrition, exercice, gestion de stress, amélioration du sommeil, de l'hygiène et de la qualité du sommeil. Il ne faut pas oublier nos connexions sociales, puis de vivre une vie de passion, puis évidemment d'éviter des substances toxiques comme le tabagisme, comme l'alcool, même comme maintenant des additifs et préservatifs qu'on peut avoir dans notre nourriture. Et donc, vous le savez déjà, l'inflammation joue un rôle primordial dans la pathogénèse de plusieurs conditions chroniques. Euh, Puis le but, c'est de vivre une vie où on a plus de comportements anti-inflammatoires que de comportements pro-inflammatoires dans le but d'avoir une balance anti-inflammatoire. Et donc, il y a des gens que les aliments qu'ils consomment sont inflammatoires, le stress, c'est pro-inflammatoire, le manque de sommeil est pro-inflammatoire. Le but, c'est d'avoir une vie anti-inflammatoire. On le sait que l'inflammation est la base de la plupart des maladies chroniques. Les maladies chroniques, on parle de maladies cardiovasculaires, donc ACV, infarctus ou crise de cœur. On parle de cancer de toutes sortes, des maladies auto-immunitaires, maladies de Crohn's, colite, arthrite rhumatoïde, lupus. On parle des maladies, des conditions allergiques ou maladies qui sont d'origine allergique. Puis on parle aussi des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, par exemple. Et donc, si on est capable de modifier notre inflammation, on est possiblement capable de modifier le parcours et réduire notre risque de contracter ces conditions-là. Il faut juste différencier l'inflammation aiguë puis l'inflammation chronique. Parce que l'inflammation aiguë, c'est un mécanisme protecteur. On se blesse à la main, ça vient rouge. Ça, c'est dans le fond, les tissus endommagés libèrent des composés chimiques. Puis les composés chimiques qui sont libérés attirent notre système immunitaire pour être capable d'apporter de la nutrition, apporter des nutriments, puis rebâtir, faire le ménage, puis rebâtir, puis guérir. Mais le problème, c'est que si on a de l'inflammation aiguë, répétée ou long terme, ça devient ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Puis l'inflammation chronique finit par causer des dommages parce qu'on a une activation continue du système immunitaire qui est tout le temps essaye de faire le nettoyage. Puis dans le processus de nettoyage, ben, il y a des bonnes choses qui se font nettoyer, des bonnes protéines qui se font détruire, des cellules saines qui se font nettoyer. Puis tout d'un coup, le processus d'inflammation aiguë qui était bénéfique au début devient chronique puis devient néfaste. Puis même augmente les dommages, puis augmente les chances d'avoir des maladies chroniques. Il y a 3 principales causes
Il y en a plusieurs autres, évidemment, mais il y a trois principales causes d'inflammation chronique. Puis le but, ça va être d'avoir des comportements puis d'avoir une nutrition qui s'attaque directement aux trois principales causes d'inflammation chronique. La première, c'est le stress oxydatif, la lipotoxicité puis la dysbiose. Soyez pas intimidés par ces termes médicaux-là. J'essaie juste de paraître intelligent, mais je vais les expliquer en détail. Et donc, je vais vous expliquer durant ma présentation de comment vivre une vie anti-inflammatoire pour que vos comportements anti-inflammatoires compensent pour l'inflammation et les choix pro-inflammatoires que des fois on fait dans notre vie. Et donc, si on regarde la littérature scientifique, on essaie d'identifier c'est quoi les 6 choses qui ont le plus de poids et le plus de puissance anti-inflammatoire, ces 6 choses bien simples. C'est pas nécessairement sexy, c'est pas nécessairement le biohack, puis la sauna, puis le cold plunge, l'exposition au froid ou la lumière rouge ou un supplément magique. C'est 6 choses bien simples. C'est un régime à prédominance de plantes entières, dont un régime qui est minimalement transformé. C'est de l'exercice, c'est la gestion de stress, la gestion d'une bonne hygiène de sommeil, réduire notre exposition à des toxines dans notre nourriture, puis des drogues, l'alcool, du tabagisme, puis de créer des connexions sociales. So, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais focuser surtout sur la nutrition, parler un petit peu d'exercice à la fin, pour la réduction du risque de maladies chroniques, mais aussi pour la santé hormonale. Puis si on a le temps, on parlera des autres, là. Je vais vous présenter mon spectrum de la nutrition. Puis dans le fond, la manière que j'ai établi ça, c'est si on regarde dans la littérature scientifique, puis on met les groupes alimentaires sur un spectrum de gauche vers la droite, à gauche, c'est des aliments qui, en général, dans les doses et les quantités et dans la fréquence qui sont consommés par le Canadien moyen, sont pro-inflammatoires. Sur les aliments ultra transformés, une tranche de pizza, jusqu'à tu sais, une beigne au Tim Hortons, des gâteaux, par exemple. Je pense que les gens ne s'ostineront pas que ce n'est pas nécessairement des aliments qui sont en santé. Puis je pense que si vous décidez de manger un morceau de gâteau une fois de temps en temps, c'est probablement pas la fin du monde. Mais dans les dosages consommés par le Canadien moyen, ils sont pro-inflammatoires. Même chose pour les viandes transformées rouges, même qui sont classifiées comme des carcinogènes par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à des très petites doses. 50 grammes pour les viandes transformées, qui est la moitié d'un paquet de cartes, c'est 3 slices de bacon, 2 slices de jambon ou une saucisse. Puis les viandes rouges, ben, ils sont un petit peu moins cancérigènes que les viandes rouges transformées. Ça prend 100 grammes. 100 grammes, c'est un paquet de cartes. Ou qu'est-ce qu'on peut tenir dans notre main? 3 onces. Et donc, c'est des quantités qui sont vraiment minimes, là. Dans le fond, on n'a pas besoin d'en manger beaucoup ou tant que ça régulièrement pour augmenter le risque de cancer. Donc, ils sont vraiment, dans la communauté scientifique, acceptés comme étant des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui doivent vraiment être consommés en très petite quantité. Il y a des aliments qui sont en général neutres. So, neutres en termes d'être inflammatoires, comme les viandes blanches. Puis là, euh, on a les aliments qui sont anti-inflammatoires. Donc, les aliments qui nous aident à vivre plus longtemps, à vivre mieux, gérer nos hormones, réduire le risque de maladies chroniques. Puis, dépendamment de l'intensité de votre nutrition ou de la sévérité de votre condition, des fois même renverser certaines maladies chroniques. Puis quand je parle de plantes entières étant anti-inflammatoires, je ne parle pas d'une salade, je parle de salade, fruits, légumes, légumineuses, des pois chiches, des lentilles, des haricots, des noix, des graines puis des grains entiers. Et donc, une variété de plantes entières. Euh, Gardez en tête que le problème est le suivant. Les pourcentages que vous voyez en bas de l'écran, c'est les doses usuelles consommées par le Canadien moyen. Et donc, puis c'est comme ça dans la plupart des pays. C'est comme ça en Australie, c'est comme ça en Europe, c'est comme ça aux États-Unis. Au Canada, les études montrent entre 45 puis 60 de nos calories quotidiennes viennent d'aliments ultra transformés. 30 viennent de les produits animaux, puis seulement 5 à 10 de nos calories viennent de plantes entières
minimalement transformés ou non transformés. Et donc, si on regarde la littérature scientifique, puis ensuite on établit un spectrum où ce qu'on, les gens augmentent tranquillement, pas vite, la quantité de calories qu'ils obtiennent des plantes entières, euh, les recommandations scientifiques sont à peu près de 80%. On devrait probablement obtenir au moins 80% de nos calories de plantes entières minimalement transformées pour être capable de compenser l'inflammation causée par le reste de notre diète. Et donc, les gens appellent ça le règlement 80-20 ou le 80-20 rule. Dans le fond, c'est ça qui est suggéré par notre guide alimentaire canadien. Pour les gens qui ne le savent pas, notre guide alimentaire canadien a été updaté en 2019. On a enlevé le groupe viande et substituts, on a enlevé le groupe produits laitiers, puis on a privilégié une diète qui est 50% de l'assiette et des fruits et des légumes, 25% des grains entiers et 25% un groupe protéines, puis protéines avec une emphase, un focus spécial sur les protéines végétales. Moi, personnellement, mon but n'est pas de consommer une diète pour compenser l'inflammation des autres groupes alimentaires. Moi, je consomme une diète 100% végétalienne à base de plantes dans la case vert du bout droit du spectrum. Mais on a, tu sais là, on comprend. C'est pas tous les gens qui sont prêts à nécessairement aller 100% végé. Je pense que ma mission est de convaincre les gens qu'on peut prendre des petits pas dans la bonne direction qui va nous avancer vers cette direction-là. Puis si que les gens ont des conditions plus sévères ou tu sais, là, des conditions chroniques plus avancées, euh, la dose d'intervention au niveau de nutrition doit être aussi plus haute. C'est juste de la même manière qu'une hypertension sévère ou un cholestérol complètement débalancé. On ne peut pas juste donner 2 mg d'un médicament puis penser des gros changements. Des fois, il faut donner des doses plus fortes de médication pour des conditions plus graves. C'est la même chose en termes de modification d'habitude de vie. Marcher une fois par mois ne va pas nécessairement guérir un surpoids ou une obésité. Il faut peut-être pousser l'intervention à plus haute dose. Et donc, pour les gens qui veulent vraiment aller chercher chaque pourcentage de réduction de risque pour leurs conditions chroniques, ils devraient définitivement transitionner vers une diète à prédominance de plantes. Moi, c'est 100%. Je comprends que c'est pas pour tout le monde, ça, mais je pense que si que les gens sont enseignés comme par des coachs comme Nathalie pour savoir comment végétaliser votre assiette pour que l'assiette soit bonne, elle soit conveniente, que vous appréciez le goût, puis vous savez comment faire la recette, euh, aller 100% n'est pas si compliqué que ça. Et donc, le but, c'est des petits choix pour tu sais, là, avancer vers la boîte verte, avoir de plus en plus de calories de cette boîte verte-là. Et donc, l'alimentation du Canadien moyen ressemble à ça. L'alimentation anti-inflammatoire recommandée par la communauté scientifique ressemble à ça. Puis si on met les deux un au-dessus de l'autre, ça ressemble un petit peu à ça. So, pour beaucoup de gens, c'est un petit peu plus facile à digérer puis tu sais, là, d'être encouragé qu'il faut commencer avec une transition, puis il ne faut pas s'abstenir de transitionner vers une diète prédominance en plantes parce qu'on a peur d'aller 100%. Puis des fois, les gens vont me dire, ah, moi, je pourrais jamais aller 100% et donc, j'essaie pas, puis ma diète ne change pas. Je pense que des fois, d'être parfait va un petit peu empêcher les gens de devenir meilleurs. Puis, c'est là, autant que j'aimerais bien, moi, pour la réduction maximale de votre risque de santé, que vous consommiez 100% de vos diètes de la boîte verte, je comprends qu'il y a certaines personnes que c'est très intimidant, là, tu sais. Et donc, la raison que je veux que vous consommiez le plus de calories possible de cette boîte verte-là, au bout du spectrum, c'est parce que ça réduit le stress oxydatif. L'oxydation, ça sonne très scientifique. C'est quoi cette affaire-là? C'est très simple. Dans le fond, si vous coupez une pomme, puis la pomme commence à brunir, ben, elle brunit parce qu'il y a un enzyme, un composé chimique dans la pomme qui s'appelle polyphénol oxydase qui réagit avec l'oxygène dans l'air. Puis ce pigment-là, une fois qu'il s'oxyde, devient brun. L'oxydation, c'est la rouille sur votre char et c'est le brun sur votre pomme. Mais la même chose se produit au niveau intracellulaire, en dedans de votre corps, puis mène au vieillissement de vos cellules, puis de vos protéines, puis de l'ADN. Ça crée des dommages. Et donc,
Le but de prévenir le vieillissement puis l'inflammation causée par l'oxydation, ben, c'est simple, c'est d'avoir une diète anti-inflammatoire puis une diète antioxydante. Ils disent eat the rainbow, d'avoir une diète variée en couleurs. Puis la raison, c'est parce que ben, les antioxydants, c'est les couleurs. Dans le fond, c'est les anthocyanines qui donnent la couleur bleue au bleuet, puis c'est le lycopène qui donne la couleur rouge aux tomates, ou le bêta-carotène qui donne la couleur orange à certains piments puis à des carottes. Gardez en tête que les couleurs sont les antioxydants, puis ces phytonutriments-là, ils existent juste dans les plantes, ils n'existent pas ailleurs. Et donc, une étude qui a été faite en 2010 qui a évalué le potentiel antioxydant au-dessus de 3000 breuvages et aliments. Puis la conclusion était en moyenne, il y a 64 fois plus d'antioxydants dans les plantes que dans les produits animaux. Ça prendrait 30 tranches de pizza pour avoir les mêmes antioxydants que d'une seule tasse de bleuet. 1900 unités d'antioxydants dans une tasse de bleuet. C'est-à-dire, la plupart des organismes scientifiques recommandent d'avoir un minimum de 10 000 unités d'antioxydants par jour. Mais gardez en tête que ça tient même pas compte de les gens qui fument, les gens qui dorment mal, les gens qui pognent une infection. On devrait probablement viser, excusez, on devrait probablement viser au-dessus de 30 000. Puis du top 50 aliments les plus riches en antioxydants, c'est toutes des plantes. On a des bleuets, des framboises, des mûres, on a des épices, du turmeric, du clou de girofle, des fruits, des légumes, des grains entiers, puis des noix et des légumineuses qui sont toutes dans le top 50. Puis la raison, c'est parce que les plantes contiennent 64 fois plus d'antioxydants, mais aussi plus d'anti-inflammatoires. Les vitamines A, C et E sont les antioxydants principaux. Et ensuite, les pigments des plantes, puis aussi les oméga 3. La raison que j'ai mis oméga 3 comme composé anti-inflammatoire, un petit peu dans les deux cases, c'est parce qu'il y a des poissons gras aussi qui peuvent contenir des oméga 3 comme un potentiel anti-inflammatoire. Mais on trouve des oméga 3 dans les graines de lin, les noix, puis les graines de chia. On peut les trouver absolument et facilement sur un régime à base de plantes. Le deuxième phénomène qui génère de l'inflammation, c'est ce qu'on appelle l'hypotoxicité. L'hypo veut dire tissu adipeux. Et donc, c'est simple, avoir trop de tissu adipeux sur notre corps, ça génère de l'inflammation, puis ça affecte les hormones. C'est-à-dire, comment? Mais gardez en tête que le tissu adipeux, ce n'est pas un tissu dormant. Ce n'est pas un tissu qui est juste là pour stocker de l'énergie. C'est un organe endocrinien qui produit des composés qui sont pro-inflammatoires, qu'on appelle des adipokines. Gardez aussi en tête qu'en postménopause, la source principale d'estrogène est le tissu adipeux contient une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui, dans le fond, mène à la production d'estrogène. C'est pour ça que les gens qui ont un surplus de poids souffrent d'un risque beaucoup plus élevé de cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer de l'endomètre. Et donc, d'avoir un surplus de tissu adipeux est très pro-inflammatoire. Puis, on le sait qu'un régime à 100% à base de plantes, un régime végétalien, c'est un régime qui est haut en densité de nutriments, mais qui est bas en densité calorique. Et donc, dans chaque bouchée d'une plante entière, que ce soit des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, des graines, des grains entiers, il y a juste simplement moins de calories. Puis on le sait aussi sur le spectrum, à mesure que les gens ont plus en plus de calories qui proviennent de plantes entières, leur, leur indice de masse corporelle, poids en fonction de la taille, baisse et se normalise. Comme que je mentionne, le tissu adipeux non seulement est pro-inflammatoire, mais aussi produit des hormones. Et c'est la source principale d'hormones d'estrogène chez la femme en postménopause. Troisième source d'inflammation, c'est la dysbiose. La dysbiose, c'est un terme médical qui simplement décrit
le déséquilibre dans le microbiote. Je ne sais pas si vous avez parlé du microbiote durant la semaine, mais dans le fond, c'est les bactéries qui vivent dans notre côlon. Ces bactéries-là non plus ne sont pas dormantes. Ces bactéries-là fermentent notre nourriture, puis pour nous récompenser, produisent des composés qu'on appelle des postbiotiques. Les postbiotiques les plus importants, c'est les acides gras à chaîne courte ou les short chain fatty acids. C'est des composés chimiques qui sont réabsorbés dans notre circulation sanguine, puis mènent à toutes sortes d'activations et de régulations hormonales, jusqu'à réguler nos hormones qui contrôlent le sucre, l'insuline, le cortisol, le glucagon, jusqu'à activer le GLP-1. Le GLP-1, c'est l'hormone qui est dans l'Ozempic puis le Wegovy pour essayer de baisser notre appétit. Ça aussi euh, les hormones qui mènent à c'est la régulation du transit intestinal comme le cholécystokinine. Dans le fond, il y a au-dessus de 70 hormones qui sont directement impactées par nos bactéries dans notre microbiome qui fermentent les fibres. Mais comme vous le savez, les fibres, il y en a juste dans les plantes. Il n'y en a pas dans les produits animaux, il n'y en a pas dans les œufs, il n'y en a pas dans les produits laitiers. Il faut consommer des plantes pour avoir des fibres. Puis les bactéries qui produisent des composés bénéfiques sur nos hormones, qui régulent l'appétit, l'humeur, nos hormones, ben, dans le fond, ils doivent fermenter des fibres. Et donc, la dysbiose, c'est qu'est-ce qui arrive quand on a une diète faible en fibres? Les gens ne reconnaissent pas, ben, on a une couche de cellules d'entérocytes, le nom des cellules qui tapissent le côlon, qui sépare la lumière ou le vide de l'intestin et la circulation sanguine. Si vous consommez une diète faible en fibres, en passant, 97% de la population canadienne est déficient en fibres. L'apport moyen du Canadien en fibres est 14 grammes, alors que l'apport minimal recommandé s'approche de 30 grammes. Puis l'apport optimal est probablement entre 50 à 75 grammes et plus. Sur les gens qui sont déficients en fibres, qu'est-ce qui arrive? C'est les bactéries à l'intérieur de l'intestin, ils ont comme rien à manger. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont commencer à dégrader la couche de mucine. C'est une couche de mucus qui tapisse puis qui forme une barrière dans notre intestin. Une fois que la couche de mucine est dégradée, ils vont commencer à dégrader des protéines qu'on appelle des jonctions serrées. Les jonctions serrées, c'est les protéines qui gardent nos entérocytes étanches et collés ensemble. Et donc, on peut sélectivement laisser passer les bonnes choses puis bloquer l'entrée des mauvaises choses. Donc, imaginez, on a une diète faible en fibres, on nourrit plus notre microbiome, notre microbiote, les bonnes bactéries. Ils doivent maintenant se nourrir de quelque chose. Ils se nourrissent de la couche de mucine. Ensuite, ils se nourrissent de nos jonctions serrées, des protéines qui sont dégradées pour nourrir les bactéries. Ça rend la couche perméable. Les gens appellent ça leaky gut ou une hyperperméabilité intestinale. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a des bonnes choses, ben, il y a des mauvaises choses qui rentrent dans la circulation sanguine. Cette mauvaise chose-là plus importante, c'est les lipopolysaccharides ou les LPS. C'est des morceaux de la membrane de bactéries. Puis là, ensuite, il y a un concept qu'on appelle molecular mimicry, où dans le fond, qu'est-ce que ça veut simplement dire? C'est que ces composés-là peuvent ressembler à des composés que notre système immunitaire a déjà, par exemple dans la couche de l'intestin ou dans notre cartilage. Notre système immunitaire, lui, parce que ce genre de endotoxine bactérienne-là mimique notre propre système immunitaire, ça l'active, puis là ensuite, voilà la pathogénèse de l'auto-immunité. Tout ça relié à une diète déficiente en fibres, puis les fibres, ils existent juste dans les plantes. So, pour réduire l'inflammation, on a besoin d'optimiser notre diète pour agir directement sur ces trois mécanismes-là, la dysbiose, la lipotoxicité puis le stress oxydatif.
Le régime qui a été le plus démontré d'agir sur la dysbiose, c'est un régime qui contient une variété de plantes avec une quantité de fibres suffisante. C'est un régime qui baisse la densité calorique de notre nutrition. Puis c'est un régime qui contient une variété d'antioxydants. Les plantes en contiennent 64 fois plus que les produits animaux. Et donc, une fois qu'on a un bon microbiome, pas d'inflammation, moins de toxicité causée par la sécrétion de adipokines par le tissu adipeux, puis moins d'oxydation, on a une santé globale qui est mieux, incluant une santé hormonale. So, dans le fond, en mangeant le plus de calories possible qui viennent du spectrum à droite, on vient agir directement sur les trois mécanismes-là. Et donc, l'objectif à cette heure, sachant que 60% des calories du Canadien moyen viennent de la case grise et 30% viennent de produits animaux et seulement 5 à 10% de la case verte à droite du spectre, l'objectif est simplement de voir où est-ce que vous vous situez sur ce spectrum-là, puis d'essayer de naviguer tranquillement, pas vite, plus vers la droite. Le plus de calories que vous obtenez de la case droite, on voit une réduction qui corrèle parfaitement en termes de réduction de risque de maladie chronique. Et donc, c'est pas on a besoin d'aller 100% plant-based, 100% végétalien ou sur un régime 100% à base de plantes pour voir des bénéfices. Mais le bénéfice, lui, il n'arrête pas. Il continue à mesure qu'on progresse vers plus de calories. Et donc, allez aussi loin que vous êtes capable. Commencez par rajouter des plantes à des recettes que vous faites déjà. Entourez-vous de ressources comme les ressources que Nathalie vous donne pour être capable de végétaliser votre assiette, puis de vraiment comprendre comment transitionner de manière responsable vers une diète à base de plantes. Si vous mangez des frites à la journée, vous pouvez vous appeler 100% plant-based, mais c'est sûr que c'est pas optimal en termes de nutriments, puis de minéraux, puis de vitamines, puis de composés phytochimiques, là, c'est là. So, c'est sûr qu'on peut faire un genre de zoom out, puis de loin dire, OK, un régime qui promouvoit la santé hormonale, la santé globale, augmente la qualité puis la quantité d'années sur cette planète. C'est une diète qui a prédominance de plantes. Les bénéfices sont dose dépendants. Si vous pouvez vous rendre à 100%, tant mieux. OK? Mais il y a aussi des aliments très spécifiques à l'intérieur du régime végétalien qui ont des bénéfices extra. Et donc, on veut peut-être prioriser. So, en termes de santé hormonale, on peut aller voir comme des produits à base de soya. Les produits à base de soya contiennent des isoflavones ou des phytoestrogènes qui sont des analogues de l'estrogène qui vont s'attacher au récepteur, mais pas stimuler la production de de cancer hormonodépendant, par exemple. Et donc, c'est comme si que quand on consomme des produits à base de soya, on bloque le récepteur estrogène pour que les vrais estrogènes ne peuvent pas s'y lier. So, c'est comme si on réduit artificiellement un peu l'excès, on gère l'excès d'estrogène qui peut générer une élévation du risque de cancer du sein et de cancer hormonodépendant. Dans les années 90, il y a des études sur les animaux qui ont montré que peut-être que quand on utilise des extraits d'isoflavone à haute dose, peut-être qu'on stimule la production de cancer. Euh, c'est comique, juste comme que tu ne peux pas donner du chocolat à ton chien ou des raisins à ton chien, ils métabolisent le produit de soya très différemment que l'humain. Puis les études des dernières 30 années montrent vraiment que chez des humains, les gens qui consomment plus de produits de soya ont une meilleure santé hormonale, moins de cancers hormonodépendants, moins de cancer du sein, puis moins de récidives de cancer du sein quand les gens rajoutent du soya après avoir eu un diagnostic et moins de mortalité du cancer du sein. So, faut essayer de garder les médecins tu sais, là, à date avec les nouvelles découvertes et les nouvelles études, parce que souvent, les produits à base de soya, le tofu, le tempeh, les laits de soya, edamame, ils ont des mauvaises réputations à cause d'études qui datent maintenant de plus d'une génération, qui ont été complètement tu sais, là, démontrées de s'appliquer aux animaux, mais pas de s'appliquer aux humains, là.
C'est la même chose pour les graines de lin qui contiennent un composé qui s'appelle des lignans. Puis il contient aussi un petit peu d'isoflavone, mais moins que les produits de soya. Puis ont aussi des effets phytoestrogènes qui peuvent protéger contre l'endométriose, qui peuvent réduire pour certaines personnes même les douleurs associées aux menstruations, même les symptômes postménopausés. Un autre des genres de puissance du régime à base de plantes, c'est les fibres alimentaires qui vont pas seulement nourrir le microbiome, comme je viens juste de mentionner, mais aussi vont lier l'excès d'estrogène puis l'éliminer par le tractus gastro-intestinal, l'éliminer dans les selles. Et donc, on le sait que les femmes postménopausées spécifiquement, qui consomment plus de fibres alimentaires, ont une réduction du risque des cancers hormonodépendants, puis aussi une réduction du risque des symptômes, de souffrir de symptômes postménopausés. So, moins de bouffées de chaleur, moins d'endométriose, il y a aussi en même temps moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancer. Et donc, pas juste pour la santé globale, mais la santé hormonale spécifiquement, les fibres peuvent faire des miracles. Gardez aussi en tête que des légumes comme le brocoli, puis le chou-fleur, puis le chou de Bruxelles, puis le chou frisé contiennent des composés chimiques qui peuvent directement aller bloquer l'excès d'estrogène. Et donc, comme vous le savez que le brocoli est bon pour la santé, le sulforaphane dans le brocoli réduit probablement le risque de cancer, mais il y a d'autres composés qui réduisent plusieurs des conditions hormonodépendantes comme les cancers et les symptômes de postménopause. C'est une étude faite qui s'appelle le WAVES Trial, faite par Dr. Barnard. Dans le fond, c'est simple. Ils ont mis deux différents groupes, un groupe intervention puis un groupe contrôle, sur des régimes à base de plantes. Puis un d'eux autres, ils ont rajouté une demi-tasse de produits de soya à tous les jours. Puis il y a eu une réduction de quelque chose comme 80% de la fréquence des bouffées de chaleur modérées à sévères chez ces femmes-là. Puis toutes les femmes, même le groupe contrôle, qui a été mis sur un régime à base de plantes à faible en gras, a aussi vu une réduction de leur bouffée de chaleur. Mais les femmes qui ont rajouté des produits de soya ont réduit drastiquement leur bouffée de chaleur. Dans le fond, il faut traiter la nutrition comme qu'on traite des médicaments. Si vous prenez des médicaments pour votre tension artérielle, puis vous disiez, bof, je le prends le dimanche, puis le lundi au samedi, je ne prends pas mes pilules, ben soyez pas surpris, c'est que votre tension artérielle n'est pas bonne du lundi au samedi. C'est la même chose pour des interventions d'habitude de vie. Si on veut que notre nutrition ait un impact direct au niveau de réduction de maladies chroniques, on doit comme le faire la plupart du temps. Et donc, si il y a des femmes ici qui disent, moi, je veux vraiment prioriser la réduction du risque de cancer du sein, j'en ai dans ma famille, les bénéfices sont dose dépendants. Vous aurez probablement des bénéfices de manger une fois de temps en temps plus de plantes, plus de produits de soya, plus de graines de lin. Mais les vrais bénéfices vont arriver, comme on le voit dans cette étude ici, quand on met les gens pour 6 à 8 semaines sur un régime où ces produits-là font partie de la diète à tous les jours, là. Et donc, gardez en tête que la plupart des bénéfices sont dose dépendants. Plus tu le fais, mieux que c'est. Puis là, vous autres, vous décidez à quel point vous êtes capable d'intégrer ça dans votre vie, là. C'est qu'on peut trouver des recettes. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord que si qu'on peut simplement trouver une recette conveniente, facile, rapide, qui goûte bon, c'est là, puis qu'on vient à l'aise avec, dans le fond, la friction que ça génère dans notre vie vient juste de comme disparaître, hein. Tout dans le fond, chez nous, par exemple, moi, c'est un tofu scramble, un genre d'omelette à tofu que je fais régulièrement. Je consomme du lait de soya régulièrement parce qu'il y a probablement des symptômes, une réduction aussi des symptômes qu'un homme peut avoir c'est là, en andropause, la réduction de la testostérone, la réduction des symptômes de prostatisme, puis d'une grosse prostate, puis d'un cancer du prostate. So, les bénéfices ne sont pas seulement pour les femmes, mais c'est sûr que les changements hormonaux sont absolument beaucoup plus drastiques chez les femmes que chez les hommes. Mais de consommer des produits à base de soya ont des bénéfices comme aussi forts que des interventions médicales, là. Il y a beaucoup d'autres composés ou comportements anti-inflammatoires. Ma présentation arrive à sa fin. Il ne faut pas négliger de parler de l'exercice. L'exercice, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire du cardio en zone 2 à 70% de notre fréquence cardiaque maximale. Ça peut vouloir dire lever des poids. Ça peut vouloir dire prévenir les chutes en faisant des exercices de mobilité puis d'étirement. Puis ça peut être aussi assez
pousser notre santé cardiovasculaire à son maximum. Genre, l'entraînement VO2 max veut simplement dire de faire un entraînement où ce qu'on pousse notre rythme cardiaque à son maximum. Faites ça sous les directives de votre médecin, c'est pour les gens qui souffrent de problèmes. Mais gardez en tête que une combinaison de ces quatre choses-là sont très puissantes pour réduire le risque de maladies chroniques. Puis la santé cardio-respiratoire, comme mesurée par le VO2 max, est probablement un des prédicteurs le plus puissants de la mortalité de toute cause. Je vais vous guider à travers de mon graphique. Il a l'air complexe. Gardez en tête que je vais vous naviguer au travers de ça. Euh, Juste ici, en termes de smoking, vous voyez ce qu'on appelle HR ou un hazard ratio. En termes simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on compare un groupe de fumeurs versus un groupe de non-fumeurs, les fumeurs en tout temps ont 41% plus de chances de mourir de n'importe quoi, ont une mortalité de toute cause de 41% plus haut. CAD, Coronary Artery Disease, veut dire la maladie cardiovasculaire athérosclérotique, des blocages dans les artères par des plaques de cholestérol. Les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires, qui ont déjà fait une crise de cœur, sont à 29% de risque élevé comparé à quelqu'un qui n'a jamais eu une crise de cœur de mourir. Vous voyez, le diabète, 40%, l'hypertension, 21%. ESRD veut simplement dire End-Stage Renal Disease ou insuffisance rénale chronique terminale. Des reins qui sont genre pré-dialyse. 178% d'augmentation du risque de mortalité. Là, imaginez cette ici. Vous avez peut-être déjà vu ça sur la télévision. On branche un cycliste ou un jogger sur une treadmill à un masque avec un tube qui va à un ordi, puis on mesure leur consommation d'oxygène. On les fait courir jusqu'à capacité maximale, puis ensuite on leur donne un chiffre. On dit, Jules Cormier, tu as scoré 56 ton VO2 max, puis ce chiffre-là désigne la quantité de millilitres d'oxygène qu'on est capable de consommer par minute, par kilogramme. Bon. Morale de l'histoire, c'est le plus haut que le chiffre, le mieux que c'est. Les Olympiens ont des chiffres bien plus hauts que le mien. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est on met ces gens-là sur un graphique de plus bas VO2 max jusqu'à plus haut, puis on suit ces gens-là pour 10 ans. Puis on dit, bof, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir de qui ce qui meurt premier. Puis c'est quoi le pourcentage de mortalité dans chacun de ces groupes-là? Là, c'est grosse étude ici qui a été publiée récemment dans les dernières années. Puis, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est on va comparer différents groupes pour voir leur mortalité. Le statistique que je souhaite va vous donner un genre de aha moment, là. C'est le statistique ici. OK? Si on voit low versus below average, low, c'est les gens qui sont sédentaires. C'est les plus bas VO2 max. C'est les gens qui sont assis sur leur sofa, ne font aucun exercice. OK? Si on les compare à below average, ça, c'est le prochain groupe à côté qui a le moins gros VO2 max. Oh, je ne sais pas si c'est moi qui a dessiné sur le. Je voulais dire celui-là. Euh, Imaginez, vous voyez les statistiques 95. Il y a 95% de réduction de la mortalité de toute cause d'aller de sédentaire à marcher 2, 3 fois par semaine. Et donc, faut moi, je vais passer ma pleine carrière à essayer de renverser du tabagisme, renverser du diabète, renverser la tension artérielle avec des combinaisons de médicaments. 60% des patients qui prennent des médicaments pour la tension artérielle en prennent 2 ou plus pour peut-être aller chercher un 21% de réduction de risque de mortalité. Les gens qui vont de sédentaire à marcher une couple de fois par semaine réduisent de 95% leur mortalité, des statistiques qui éclipsent toutes les interventions pharmacologiques que je fais quotidiennement. Encore mieux que ça, comparer les gens qui vont de sédentaire à above average, au-delà de la moyenne, sauf simplement les gens qui sont actifs 4 à 5 jours par semaine, qui font à peu près 120 minutes d'exercice. Imaginez que ces gens-là réduisent leur mortalité de 175%, similaire à quelqu'un qui aurait 2 nouveaux reins puis qui éviterait la dialyse complètement. Puis,
On ne parle pas de, c'est là, courir des marathons. Si vous courez des marathons, puis vous êtes dans le groupe élite, ben, si on compare low versus élite, on parle de 404% de réduction de risque de mortalité de toute cause. Il n'y a aucune intervention médicale ou pharmacologique que je vais faire dans ma vie qui va même venir proche. Mais les gens, c'est pas sexy ça. Je pense que les gens aiment d'entendre lumière rouge, exposition froid, supplément magique, prenez du turmeric tous les jours. Euh, quand ce que ces études-là ont tendance à montrer des réductions de paramètres aigus de peut-être 5 à 8%, mais il n'y a aucune de ces études-là qui a démontré un risque de réduction de mortalité. Et donc, des fois, si on focus sur les grosses, les petites affaires sexy, pour on oublie les gros piliers des habitudes de vie. Marcher 2, 3 fois par semaine. Hein? So, je pense que les statistiques ne mentent pas. Il faut simplement prioriser les 6 piliers de nos habitudes de vie longtemps avant d'essayer de faire des superfoods ou consommer des aliments ou des suppléments qui ne sont pas personnalisés, que l'on n'est pas capable de soutenir au long terme. Et donc, si il y a un conseil que je pourrais donner à tout le monde ici, ça serait de manger un petit peu plus de plantes pour transitionner vers la cause verte. 100% si vous êtes capable d'aller dans la cause verte complètement. Mais la même chose pour l'exercice. Vous voyez, les bénéfices sont dose dépendants. La réduction du risque de mortalité, elle est linéaire. Et donc, le plus haut notre VO2 max, le plus longtemps qu'on vit. Puis la même chose s'applique au pourcentage de calories qu'on vient de plantes entières. Le plus de calories qu'on a de plantes entières, le plus longtemps qu'on vit. Et donc, c'est dose dépendant en termes d'intervention de nutrition, mais ça l'est aussi en termes d'intervention d'exercice. Le cardio va nous faire vivre plus longtemps, mais la force musculaire va nous faire vivre mieux pour plus longtemps. Et donc, quand les gens me demandent, je devrais-tu faire du cardio ou faire de la musculation, je leur dis, vous devrez faire les deux. Puis les muscles, faut pas oublier, le corps humain est très spécialisé, juste comme que le tissu adipeux produit des adipokines pro-inflammatoires, le muscle produit des myokines anti-inflammatoires qui ont des bénéfices au niveau de l'inflammation, risque de réduction de cancer, qui traversent la barrière hémato-encéphalique, donc traversent dans notre cerveau, impactent notre cognition, notre concentration, notre mémoire, notre humeur, puis réduit le risque de cancer. C'est même démontré que les femmes qui font de l'exercice ont moins de symptômes post-ménopausés. Et donc, il ne faut pas oublier que nos muscles, ils nous récompensent avec des produits chimiques, juste comme notre microbiome nous récompense quand on consomme des fibres, juste comme que notre tissu adipeux, quand on a trop, nous pénalise avec des composés pro-inflammatoires. Rapidement, dans 2 minutes, je vais juste passer à travers des autres piliers. Il ne faut pas oublier le sommeil. Il ne faut pas oublier que la gestion de stress va réduire nos taux de cortisol, changer nos taux de ghrelin puis leptine, qui sont 2 hormones qui gèrent spécifiquement notre appétit. Euh, D'avoir des taux de cortisol élevés parce qu'on dort mal, puis qu'on gère pas notre stress, c'est pro-inflammatoire. Ça augmente le gras viscéral, et donc les mêmes 100 calories que vous avez consommées, ils vont pas sous la peau, ils vont dans vos organes, dans le foie pour donner la stéatose hépatique, le foie gras ou le fatty liver, puis augmente les chances d'être diabétique type 2 à cause que le gras se dépose dans notre pancréas. Et donc, de quoi d'aussi simple que de faire de la méditation, faire de la course, faire de la lecture, jouer de la musique, là, on peut baisser nos hormones, puis on peut mesurer une réduction des paramètres inflammatoires qu'on dose dans le sang avec les gens qui s'embarquent dans des genres de techniques de réduction de stress. Il faut aussi garder en tête que il y a une corrélation directe entre l'exercice, la nutrition, le nombre de fibres, le pourcentage de calories de plantes entières et la mortalité. Il y en a une aussi entre la quantité, la profondeur de nos connexions sociales. C'est aussi que vous avez beaucoup d'amis ou moins d'amis, mais des connexions qui sont vraiment solides, des gens chez qui vous pouvez vous fier. Les études montrent que ça corrèle positivement avec notre espérance de vie aussi. Les gens qui se décrivent comme étant seuls euh, ont une augmentation du risque d'à peu près 20% de mortalité toute cause.
Ça, c'est identique à le tabagisme que je vous ai montré tantôt. Le hazard ratio est à 1,21. Ça veut simplement dire que la solitude tue autant que le tabagisme. Vous avez déjà entendu l'histoire que j'ai perdu mes mères, puis Pépère, puis une fois que j'ai perdu mes mères, ben Pépère est parti pas longtemps après. C'est absolument documenté dans la littérature scientifique quand que grand-papa ou grand-maman part, que souvent l'autre moitié va partir pas longtemps après. Le but, c'est d'avoir une balance anti-inflammatoire. On a des comportements qu'on a qui sont anti-inflammatoires, nutrition, exercice, gestion de stress, puis il y en a qui sont pro-inflammatoires. Et donc, tantôt, je parlais de suppléments, puis de sauna, puis d'exposition au froid, puis de... Regarde, c'est des comportements qui sont anti-inflammatoires. Mais il faut faire la différence entre gagner 2-3 $ d'anti-inflammation avec la nutrition puis l'exercice, puis gagner 5 sous avec la lumière rouge. Je pense que pour les gens qui ont une bonne fondation, là, on peut absolument aller optimiser une tonne de choses. Mais c'est que les gens focus leur temps, leur énergie puis leur argent sur des genres de biohacks aux dépens. Aux dépens de dormir comme il faut, de marcher, puis c'est là, de manger comme il faut. Dans le fond, on a une intervention qui n'est pas très payante. Là, moi, je fais du sauna, j'ai un cold plunge à la maison. Je crois bien dans ces technologies-là pour récupérer plus vite après l'exercice, mais on ne va pas se contenter de mentir, là. Euh, la nutrition a probablement un effet 100 fois plus important pour réduire l'inflammation après l'exercice que de m'asseoir d'un bain froid, là. Ça fait, faut des fois faire attention parce que en ligne, c'est plus sexy de promouvoir des suppléments, puis des hacks, puis des piles magiques. Mais à la base, quand on regarde les études scientifiques, on ne peut pas comparer 95% de réduction de mortalité, de mourir en marchant 2-3 fois par semaine, à la réduction de peut-être inflammation de 2% avec prendre un supplément, là. Donc, il dit stop stepping over dollars to pick up pennies. C'est éviter de, comment on dirait ça en français, c'est éviter de passer ou de marcher au-dessus des dollars pour ramasser les sous. Euh, c'est sûr qu'il faut juste faire certain de focuser sur les bonnes interventions. Et donc, en conclusion, j'arrive à la fin. On a, il y a des études qui montrent des 50 jusqu'à 60% de réduction de la mortalité, puis du risque de diabète, puis le risque de maladie chronique avec une nutrition, un exercice, un sommeil, puis une gestion du stress adéquate, alors qu'on n'a aucune littérature scientifique qui montre de réduction de mortalité avec, genre, qu'est-ce qu'on appelle les biohacks. Car je pense que du- du apple cider vinegar, c'est excellent parce que ça réduit la réponse à une charge de glucose, puis ça baisse le pic de glucose de 10%. Euh, mais tu sais, là, on oublie que marcher 2 fois par semaine réduit la chance de mourir de 95. So, des fois, il faut juste faire attention à ce qu'on compare, là. Et donc, la pyramide devrait ressembler à ça. La fondation d'une santé optimale, d'avoir de la nutrition et de l'exercice, c'est les deux interventions qui réduisent le plus le risque de maladies chroniques, de cancer hormonodépendant, de symptômes postménopausés. Puis ensuite, on a une fondation de sommeil, stress et connexion qui vient se mettre là-dessus. Ensuite, les suppléments, ils peuvent avoir des bénéfices, puis les biohacks, ils peuvent avoir des bénéfices, mais c'est des sous, puis c'est des 10 cents, puis des 20 cents au lieu des dollars qui est la nutrition puis de l'exercice. Merci beaucoup. Allez voir mon site web, plantbasedrjules.com. J'ai un podcast, j'ai un site web, j'ai un Instagram. Allez me suivre sur les réseaux sociaux. Puis merci beaucoup à Nathalie pour l'invitation. Je souhaite que je n'ai pas parlé trop vite puis trop en chiac, puis que vous avez été capable de Tu vraiment peux juste saisir fermer toute ta l'information. présentation, qu'on se revoit juste nous deux, là, si tu veux. Je vais juste venir ici. Ah, wow, avez-vous aimé ça, gang? J'aimerais ça que vous écrivez un mot c'est toujours bien quand c'est vulgarisé, puis c'est imagé, puis quand on met en perspective, tu sais, parce que c'est beaucoup la mode, les bains froids, puis toutes ces affaires-là, puis c'est comme un peu en alimentation, hey, je mange des graines de lin, des graines de chia, oui, mais tu manges du bacon, puis de la viande, puis tu sais, du fromage à tous les jours, donc tu sais, des fois, tu focuses à la cerise sur le Sunday, mais tu sais, le reste, tu sais, fait que je me dis, tu sais,
on focus sur le dessus, mais il y a le feu en dessous. On va commencer par aller faire des fondations puis éliminer le feu en dessous. Et, euh, et c'est ça qu'on va enseigner. Donc, c'est sûr que quand on a des challenges de santé, comme toi puis moi, on a une plus grande motivation des fois à vouloir faire des changements, hein. C'est parce que on se sent mieux, puis ça. Des fois, les gens, ils ont pas de symptômes. Tu sais, des fois, tu as une hypertension, tu as un cholestérol élevé, tu le sens pas vraiment. Mais dites-vous que de, le fait de faire ces changements-là maintenant vont impacter votre vie dans les prochaines 20, 30 ans. Hein, Jules? Donc, c'est ça, les maladies sont toutes 100%. en train de se tramer, de se multiplier, les cellules sont en train de se changer au quotidien. Donc, si on veut impacter notre futur, il faut jouer vraiment avec notre présent. Mais surtout, c'est que faut pas penser que ça se fait par du monde. Puis ça peut être bon, puis ça peut être plaisant. Je pense que c'est surtout ça le message, hein, Jules? Les recettes, puis tout ça qu'on partage, là, ben, on vous donne pas les affaires qui sont beige, drab, puis qui goûtent le moineau, là. Je veux dire, on s'assure que c'est bon, puis que c'est pas trop long, puis que... Et c'est ça que je fais dans ma formation. Donc, on s'assure que les gens comprennent le pourquoi comme là, mais après ça, on vous donne les outils, tu sais, dans la cuisine pour faire les substitutions, pour avoir des templates pour cuisiner, que ça soit facile. C'est ça qu'on a Mhm. de besoin. Parce que quand on veut faire ça de notre bord tout seul, des fois, c'est là qu'on risque d'avoir des déficiences, puis de faire de l'anémie, puis pas assez de calcium, puis tout ça. Tu sais, c'est pour ça que on a quand même besoin d'être encadré, là. J'aimerais juste de rajouter sur ce que tu dis, c'est que souvent les gens ont une approche plus réductionniste. Et donc, OK, il m'a convaincu, je vais couper la viande rouge. Mais là, si vous coupez la viande rouge, puis que 70% de votre fer vient de là, ou vous dites je coupe les produits laitiers, mais que 70% de votre calcium vient des produits laitiers, bien, vous n'avez pas un plan de match pour trouver ces nutriments-là ailleurs, on se met dans un risque de déficience. Beaucoup de gens vont dire, ah, moi j'ai assez un régime à base de plantes, j'étais déficient puis je me sentais pas bien. Oh, oh, oui, oui, absolument. Il ne faut pas oublier que 97% des gens sont actuellement, au Canada, sont actuellement déficients en fibres. Le nutriment le plus anti-inflammatoire dans la diète et le nutriment le plus susceptible à réduire le risque de toutes les maladies chroniques. Puis dans le fond, les gens s'inquiètent de manquer de calcium. Ils s'entendent manquer de beaucoup de choses présentement sur leur diète actuelle. Si qu'on peut trouver une manière d'avoir une transition qui est le fun, qui est des aliments qui ne prennent pas 3 heures à cuire un dimanche, qu'il faut que tu fais ton meal prep pour la semaine, puis qu'on peut briser ces mythes-là, que c'est difficile, que c'est dispendieux, que ça prend du temps, puis il faut être un chef euh, entraîné formellement pour être capable de cuisiner comme ça. Si qu'on peut briser ces mythes-là, avec des cours comme les tiens, hein, euh, je pense que les gens peuvent reconnaître que, tu sais, là, on peut avoir une approche de prends qu'est-ce que tu manges déjà, puis ajoute des choses à qu'est-ce que tu manges Ça, déjà, focus sur qu'est-ce qu'on va tranquillement, pas vite. ajouter. C'est comme pour le poids, on ne focus pas sur perdre 100%. du poids, on focus sur gagner en énergie, en tonus, ben, en alimentation, on ne focus pas sur qu'est-ce qu'on Bien coupe, dit. on focus sur qu'est-ce qu'on ajoute. Parce que moi, j'ai une cliente qui est arrivée ici parce qu'elle s'est fait dire de réduire la viande. Elle avait réduit la viande, mais ça n'a rien changé dans sa vie, là. Je veux dire, ça elle a continué à avoir des problèmes de santé, de ci, de ça. Elle a fait des changements, puis là, bang, le médecin, il enlève son médicament pour sa tension, son cholestérol, tu sais, tout se stabilise, puis elle n'était pas capable de marcher 2 minutes, puis elle a fait 2 événements de marche de 5 kilomètres. Une dame qui s'appelle Francine. Donc, tu sais, c'est en ajoutant des choses. Parce que, en plus, c'est que souvent, des gens qui mangeaient des viandes qui enlèvent, on va avoir tendance à manger du yogourt et du fromage, tu sais, parce qu'on se dit que c'est végétarien. Mais, tu sais, dans le fond, c'est quand même qu'est-ce qu'il y a pas mal pro-inflammatoire, fait qu'on ne s'aide pas, on s'aide pas. Il y avait une étude, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2, 3 ans que ça avait sorti, ça disait les gens végés ils ont plus de maladies d'AVC, tout ça. Je me disais, ouais, c'est biaisé cette Oui. affaire-là. Puis quand on l'avait analysé, c'était vrai. Mais c'est parce que c'était comparé à des gens non végés, mais qui mangeaient peut-être poisson, légumes, tout ça, puis quelqu'un de végé qui mangeait rien que du fromage, puis du yogourt, puis d'affaires-là. Donc, Mhm, c'est pas mhm. mieux. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien coaché, puis tu sais, tu peux manger du végé puis très transformé, puis tu t'aides pas pantoute, là. Donc, moi, j'appelle ça de Souvent, les la bouffe gens ont Frankenstein. Exact. Puis souvent, les gens, des fois, oublient qu'il y a une grosse différence entre un régime à base de plantes entières, puis un régime
Végétalien ou végétarien? Moi, je dis, le régime végétarien, c'est un régime qui me dit qu'est-ce que tu manges pas. Puis un régime végétalien me dit qu'est-ce que tu manges pas. Mais un régime à base de plantes entières, basé sur des preuves, me dit que on a un focus sur qu'est-ce que tu ajoutes à ta diète, puis qu'est-ce les bonnes choses que tu manges, hein. C'est bon de le voir de même, tu vois-tu, j'avais jamais pensé, parce que c'est ça, tu sais, moi, je Moi, me me c'est l'approche définis pas restrictive que par je vois. vegan. Moi, je me définis pas du tout par ce mot-là, parce que ça résonne vraiment pas, ça résonne même négatif pour moi. Mais quand je dis je Oui, mange oui, entier, je moi mange aussi. whole food, je mange, wow, tu sais, c'est tout ce que j'ajoute, là, c'est tous les nouveaux crayons de couleur que je cuisine avec, là. Puis c'est pour Excellent. ça il y a eu une genre de rebranding du mouvement vers whole food plant-based au lieu de végétarien ou vegan. Parce que ça, c'est des positions éthiques d'être végétarien ou d'être vegan. C'est un régime alimentaire qui est fondé sur minimisation de la cruauté aux animaux. Tandis que le régime whole food plant-based, c'est un régime basé sur des données probantes, sur des preuves scientifiques dans le but d'optimiser la santé. Et donc, la perception du public, c'est que c'est la même chose. Puis ça ne l'est vraiment pas. C'est deux complètement différents régimes. Puis un régime basé sur des preuves. Parce que tu peux être végétarien puis comme manger des Oreos à la journée, là, tu sais, là. Exact, Un régime exact. whole food Puis c'est drôle plant-based, c'est parce complètement qu'hier, différent. j'avais des filles qui sont venues témoigner, puis il y en a une, Anne, qui a eu un cancer, puis elle est venue plus pour l'éthique animale, tu sais, elle voulait plus manger d'animaux, mais elle s'était jamais aperçue que ça pouvait impacter sa santé. Puis elle, c'est incroyable. Si les gens l'ont vu hier soir, sinon allez l'écouter, là, elle pète le feu maintenant. Tu sais, puis elle a eu la médication 5 ans après le post-cancer, puis tu sais, elle était comme énergie comme ça. Puis là, elle dit, je pensais que je savais que c'était quoi avoir de l'énergie. Elle dit, là, c'est incroyable. Puis là, ben, en plus, c'est qu'elle se fait comme une assurance santé en même temps, là, en ayant changé son Mhm. alimentation comme ça. Fait que je ne sais pas s'il y avait des dernières questions. J'ai vu une couple de fois passer la question au niveau cancer et soya, si tu peux répondre juste en une petite minute. La question était quoi pour le... C'était voir s'il y a un Cancer, lien entre soya, pourquoi que les gens entendent tellement penser que c'est cancérigène alors que là, on dit que ça peut être Ah, bénéfice même chez les gens qui ont eu le cancer? oui. Ben, je l'ai parlé un petit peu durant ma présentation, mais en résumé, c'est dans les années 90, il y avait des études animales qui montraient que si que les animaux consomment des produits de soya, ils font plus de cancers hormonodépendants. Et donc, la position des grosses associations, on était une de, hey, on n'a pas d'études chez les humains, on va avoir une approche très, très safe. Et donc, on va dire, ben, avant qu'on ait d'autres études, on va avoir une position, c'est là, très proactive de dire, si vous faites des cancers hormonodépendants, consommez pas des produits de soya. Ça, c'était quoi qui était démontré dans la littérature animale chez des souris. Puis comme de la même manière que si tu donnes du chocolat ou des raisins à ton chien, tu peux le tuer, il ne métabolise pas ces composés-là comme il faut. C'est la même chose pour les produits de soya. On a maintenant des études sur les produits de soya. Les gens peuvent aller sur mon site web puis taper soya puis cancer du sein puis en anglais, parce que c'est en anglais, ils peuvent le traduire après, mais puis avoir toutes ces études-là. Mais les études chez les humains montrent que maintenant, les gens qui consomment plus de soya ont moins de cancers hormonodépendants, ont moins de mortalité et de récidive chez les gens qui n'ont déjà fait un, puis que les populations qui consomment le plus de soya au monde ont les taux de cancer du sang les moins hauts. C'est sûr que le problème, c'est que les médecins n'ont pas de formation en nutrition. Comme exemple, moi, j'ai été chercher mes certifications après avoir eu mon PhD en médecine. Même ton oncologue, il a probablement jamais entendu parler de ça. Et donc, c'est genre, juste comme les vaccins causent l'autisme, là, c'est le genre de mythe-là qui dure, ça fait 30 ans, puis qui a été tu sais, là, brisé, ça fait longtemps. Ça perdure dans la littérature, hein. Et donc, les gens peuvent être rassurés que les nouvelles études sur les humains, puis on parle de méta-analyse, on parle de grosses études sur plusieurs années, des centaines de mille personnes, montrent que la consommation de soya est protectrice contre les maladies cardiovasculaires, réduisent le cholestérol, réduisent la tension artérielle, puis réduisent les risques de cancer hormonodépendant. Puis peut réduire tes risques de ménopause. Puis en même temps, tu n'es pas obligé Oui, de manger symptômes du soya post-ménopause, pour oui, être absolument. 100% végé. Tu peux manger végé sans être 100% sans manger de soya. Par contre, ça va être difficile Oui, s'il y en a qui me disent tu ne veux pas manger de légumineuses parce que tu fais des diverticulites. Ben là, c'est parce que vous avez de l'inflammation présentement, vous ne pouvez pas, mais tu sais, il faut y aller doucement pour réadapter. Un microbiome, ça peut se régénérer. Mais quand on ne mange plus de fibres à cause des diverticulites, on nourrit moins de microbiote. Fait que si on reste de même, ben
on s'en va pas vers la santé, là. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment doucement. C'est bon d'être coaché. Ah, ben, je pense qu'on peut finir avec ça. J'aimerais ça que vous envoyiez des cœurs, des pouces, des merci à Jules. Je te remercie infiniment. J'étais tellement contente quand tu m'as dit que tu revenais du congrès en plus. Je trouvais ça fantastique. Fait que si vous avez un petit 5 minutes, les gens, vous êtes encore 260. Je vous remercie. On était presque 300, Jules, pour te dire là, qu'il y a beaucoup de gens Ah, qui super. ont rencontré. Wow. On n'était peut-être pas tout à fait, là, peut-être 280 dans ce genre-là. Donc, quand même, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Et Ben, je te remercie pour l'invitation. À l'année prochaine, possiblement. Puis yes, pour les gens qui J'aurais veulent une me petite découvrir question, plus si long, ça ne je te suis sur dérange pas. Facebook, puis sur Instagram, puis mon podcast, puis mon site web. yes. Bye. Moi, j'aurais une petite question. Ah oui, OK. Oui, quand on change d'alimentation comme ça, là, mettons qu'on a un problème de foie ou de rein ou autre chose en dedans de nous, est-ce que ça le guérit ou ça fait juste arrêter la progression? Super bonne question. Ça, c'est une question super nuancée. Comme exemple, si je vais vous donner un exemple pour essayer de répondre à votre question. Les gens vont dire, moi, mon diabète type 2, peux-tu être renversé par un régime à base de plantes? Ça va dépendre de la sévérité, puis ça va dépendre de comment ça fait longtemps. Parce que, exemple, si on est diabétique type 2, notre pancréas doit produire plus d'insuline parce qu'on souffre d'une condition qui s'appelle la résistance à l'insuline. Bref, si que ça fait 10 ans que vous êtes diabétique type 2, puis vous produisez trop d'insuline, votre pancréas peut même s'épuiser. Et donc là, dans le fond, le dommage est fait. Si vous souffrez d'une maladie de la glande thyroïde qui évolue, ça fait 10 ans, une maladie d'Hashimoto, par exemple, qui est une maladie auto-immunitaire, le système immunitaire détruit la glande thyroïde, puis on attend 10 ans, puis là, on fait des changements pour baisser notre inflammation. Euh, il est peut-être trop tard. Et donc, la plupart des gens, ou la plupart des études qui montrent qu'il y a un renversement de l'inflammation, de lupus, de maladies auto-immunitaires, de Crohn, de colite, puis qui mettent ces conditions-là en rémission, sont quand les interventions sont faites tôt dans la maladie. Et donc, il faut faire attention de prétendre que la personne qui a un lupus qui évolue, ça fait 25 ans, puis qui a du dommage aux reins, puis des dommages dans les jointures, puis qui a des érosions dans ses jointures, puis une perte de cartilage, va aller sur un régime végétalien à base de plantes, puis va tout d'un coup guérir de ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait plus de tort au mouvement régime à base de plantes que rien d'autre, parce que des fois, il y a des exagérations. Même que je suis 100% à base de plantes, je dirais qu'il y a même des influenceurs en ligne qui font des exagérations qu'est-ce que les miracles que ce régime-là peut faire. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, des conditions comme la stéatose hépatique, le gras dans le foie, peut absolument être 100% renversé, à condition qu'elle n'est pas rendue au stade fibrose puis cirrhose, où il y a de la cicatrisation de fait. On ne peut pas réparer un bras cassé comme elle guérit, là, tu sais, là. Puis, on ne peut pas non plus réparer des conditions chroniques qui ont déjà fait leur dommage, là. Moi, j'ai une petite question sur la quantité de consommation des fruits dans la journée. J'ai plusieurs spécialistes qui me disent que passer 4 5 fruits, c'est trop. Est-ce que ça nuit au pancréas et au foie de manger Ah, beaucoup c'est de une super fruits? bonne question. C'est une super bonne question. À un moment donné, vous devriez peut-être même, si ça vous tente, là, d'aller. Il y a un groupe ou un site web qui s'appelle Mastering Diabetes. Puis Mastering Diabetes, c'est dans le fond comment renverser ton diabète type 2 avec des aliments à base de plantes. Ils font un genre de busting de tous les mythes, incluant que les fruits donnent du diabète. Tu sais, là, c'est pas. Euh, ou bien que, non, puis la raison que les gens disent que consommer trop de fruits est pas bon, en général, c'est parce qu'ils disent que c'est trop riche en sucre. Faut pas oublier que si vous consommez 20 fruits par jour, il y a ce qu'on appelle un opportunity cost. Si vous consommez 20 fruits par jour, chanson que vous n'êtes pas en train de consommer 20 légumes par jour. Puis les légumes ont aussi des bénéfices, hein. Il ne faut pas oublier que quand on consomme beaucoup d'une chose, ça laisse pas beaucoup de place pour les autres choses. Puis là, on peut se ramasser avec comme des déficiences. Les fruits ne sont pas très riches en calcium. Et donc, si vous consommez
10 fruits dans une journée, euh, vous perdez de d'autres nutriments. C'est pour ça que la règle d'or, c'est la variété, hein. Puis la plupart des organismes vont dire 5 à 10 portions de fruits et de légumes, 5 de un, 5 de l'autre, puis vous avez tout couvert vos bases en termes de vitamines, minéraux puis phytonutriments. Mais il y a des On peut, études qui ont on été peut, faites on même peut aller à jusqu'à... plus. On peut aller à plus. Je vais juste terminer ici parce que ça va être terminé Absolument. pour les questions, là, Ouais. parce qu'on a dépassé. Mais ce que je veux juste dire, c'est que ça, j'enseigne ça dans le programme. Souvent, le problème avec les fruits, il y a un problème avec les fruits quand tu as trop de gras dans le sang qui empêche de bien utiliser tes glucides. Et c'est là le problème, c'est que quand tu diminues les viandes et les fromages et les gras dans le sang, à ce moment-là, les glucides, ils sont plus tellement problématiques. Et c'est pour ça qu'on renverse des diabètes type 2 avec des alimentations 100% végétales, comme nous, qui est riche en glucides, mais en bons glucides. Fait que, on va clore ça ici. Si vous voulez en savoir plus, c'est justement pour ça que j'ai créé l'Académie Transition VG. Et je vais Ah, laisser super. aller, Jules, en tout cas, vraiment, merci infiniment. Et Mon si vous plaisir. voulez rester juste quelques minutes, il me reste quelques slides à vous partager. Merci, je vais te laisser aller. Merci, hein? Super. Ben, bonne journée. Bye, là. Bye Merci bye. Merci, beaucoup pour merci. la réponse. Merci, Jules. Merci Mon, beaucoup. mon plaisir. Merci. Parfait. Êtes-vous encore là pour quelques minutes? Donc, juste parce que Neil Bernard, là, l'étude qui vous a partagé, qui réduisait les symptômes de ménopause de 80-84, en fait, compte les vrais chiffres, c'était 84%. Je voulais juste vous partager une autre chose pour vous montrer les effets du fromage, parce qu'il y en a souvent que c'est ça, le fromage, qu'on a tendance à conserver, puis à se dire, ah, c'est difficile, tu sais, je vais conserver ça. Fait que moi, je veux juste vous partager quelque chose, puis après ça, vous ferez vos choix par rapport à ça. OK? Êtes-vous d'accord? Puis après ça, je vous annonce quelque chose que je voulais juste vous présenter ça ici. Donc, dites-moi si vous voyez en plein écran. OK. Donc, ça, c'est Neil Barnard, le médecin que je vous parle. Ça, c'est un autre médecin en lifestyle medicine. Tu sais, je vous ai présenté Dr. Greger cette semaine, Dr. Dean Ornish. Lui, là, il vient d'aller une semaine avec tous ces médecins-là présentement. C'est pour ça que je vous dis que j'aurais aimé ça être là. Donc, cette femme-là, Catherine, OK, qui travaille maintenant avec lui, est américaine, puis elle a été faire son service militaire obligatoire en Afghanistan. OK? Et quand elle est revenue, ses amis ils ont dit, t'es fait 2 ans que tu es parti, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Sais-tu qu'est-ce qu'elle a dit? Des mac and cheese, des macaronis au fromage, là, tu sais, comme un peu comment que ça s'appelle au Québec, là, les boîtes de macaroni, en tout cas. Et donc là, quand elle était en Afghanistan, elle travaille fort, tout ça, elle avait pas, elle était mince, elle était en forme. Et là, quand elle est revenue ici, elle a gagné du poids, elle s'est mise à avoir beaucoup mal au ventre, et elle a eu un diagnostic d'endométriose. Et elle, quand elle est revenue, ses amis, pour y faire un cadeau, ils ont donné une boîte de 48 boîtes de mac and cheese, puis elle a mangé ça 48 jours en ligne. OK? Donc, ses symptômes, ils ont juste exacerbé. Mais tu sais, des fois, on garde des symptômes en dormance. Hein, on dit, ah, ben, je peux en manger un petit peu, mais ça garde l'inflammation. Et là, tu vois l'effet quand tu en manges beaucoup. Là, tu vois l'effet que ça fait. Et donc là, elle décide de s'en aller consulter un médecin. Puis le médecin, il dit, ben là, il faut absolument t'opérer. Il faut aller te faire la grande opération endométriose sévère et tu ne pourras pas avoir d'enfant. Tu sais, on va tout t'enlever. Mais elle revient d'Afghanistan. Elle est nouvelle avec son conjoint. Ils n'ont pas encore d'enfant. Elle n'en revient pas, là. Et là, quelqu'un, il dit, peut-être que tu pourrais aller voir Dr. Barnard, le médecin que je viens de vous montrer ici. Alors, ce médecin-là, il a vu en consultation, puis il dit, ça vous tente-tu d'essayer de manger végé pendant 6 semaines? Parce qu'elle, son opération était dans 6 semaines. Fait qu'elle a dit, j'ai rien à perdre, j'y vais comme ça. Et là, 6 semaines plus tard, elle s'en va à l'opération. Et elle met sa table d'opération, il l'ouvre, il la referme. Quand il la réveille, il dit, on n'a pas pu vous opérer. La madame a dit, ben là, franchement, elle dit, je ne reviendrai pas ici à chaque semaine, là, vous m'avez ouvert pour rien. Il dit, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. Ils ont dit, on voit juste de la cicatrice. Là, sa mère était dans la salle. Elle a dit, She went plant-based. Je vous raconte ça comme Dr. Bernard l'a raconté dans sa vidéo. Il dit, She went vegan. Elle est devenue végétarienne. Le médecin, il dit, aucun rapport. C'est impossible qu'il y ait de l'influence là-dessus. Fait qu'à ce jour, dans son rapport médical, c'est écrit miracle. Mais voyez-vous que ce n'est pas un miracle. C'est juste quand tu donnes vraiment qu'est-ce qui est officiel, bon à ton corps, ça peut jouer. Alors, il y a beaucoup de femmes qui font les syndromes des ovaires polykystiques, qui ont des règles douloureuses, endométriose, puis tout ce genre d'affaires-là. On aurait vraiment avantage à aller voir du côté de l'alimentation. Puis des fois, quand tu regardes ces femmes-là, c'est des femmes qui aiment vraiment beaucoup le fromage et les produits laitiers et ce genre de choses-là. Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Ça vous parle-tu? Et pour finir l'histoire, cette femme-là, maintenant, elle a 3 enfants, alors qu'on lui avait dit qu'elle ne pourrait pas en avoir. Et elle travaille pour Dr Barnard et elle enseigne l'alimentation maintenant. Elle enseigne ça comme que ce que je vous fais. Trouvez-vous que c'est une bonne fin heureuse? Donc, c'est possible pour vous, peu importe l'âge. Vous avez vu hier soir la dame Denise, qui a 76 ans, qui était en marchette, puis qu'en dedans de 8, 10 semaines, elle a passé de la phase de canne à pas rien pantoute. Elle devait avoir une chirurgie dans le dos. Le médecin il a dit hier, ça je ne le savais pas, qu'elle n'a pas de besoin. Il dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous vous êtes amélioré. Donc, elle a fait mes programmes d'alimentation combinés avec l'exercice. Et je veux juste vous présenter l'histoire de Margot. Elle, c'est une étude aussi qu'ils ont faite sur 84 femmes pendant 3 mois, la même durée que la journaliste que je vous ai présentée cette semaine. Puis, donc, moi, ce que j'enseigne, qu'on enseigne, en fin de compte, qu'est-ce qu'on enseigne en lifestyle medicine? C'est une alimentation complète, là, whole food, plant-based, mais c'est faible en gras. Ça s'appelle faible en gras. Donc, moi, je vous apprends à cuisiner sans huile ajoutée, là. On a besoin du gras, des noix, des graines, mais on n'a pas besoin d'en avoir qui vient de l'huile. Et ça a donné des résultats aussi efficaces que de l'hormonothérapie. Ça a réduit les symptômes de 88% de ménopause de chaleur, puis c'est les mêmes taux qu'on reçoit en hormonothérapie bioidentique. Donc, moi, j'ai rien contre l'hormonothérapie bioidentique, mais j'ai plusieurs clientes qui ont eu ça, puis qui n'ont pas nécessairement rien que des bénéfices à ça. Des fois, ça fonctionne plus ou moins. Donc, tu peux faire des changements. Et elle, là, elle avait grave, ces symptômes. Elle pensait pas pantoute que ça pouvait jouer. Sa mère avait eu des symptômes graves, et qu'elle était préparée à avoir des symptômes graves. J'ai une cliente comme ça, moi, Louise Philippe. Elle dit, Nathalie, moi, ma mère a vécu ça l'enfer, la ménopause. Elle dit, moi, j'étais prête à ce que ce soit l'enfer. Bien, ça a été l'enfer. Puis elle s'est ramassée avec de la fibromyalgie, un diabète, puis tout le kit. Elle a fait ma formation. Au bout de 8 semaines, elle est revenue de chez le médecin. Il a dit, diabète renversé. En plus de ça, elle nous dit comme ça dans la classe, elle dit, Hey Nathalie, je me couche le soir comme ça. Elle dit, j'ai mal nulle part. Exit fibromyalgie. Puis, by the way, elle avait éliminé un petit 10 livres qu'elle avait pris pendant la ménopause. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Comprenez-vous les symptômes qu'on avait hier, là, qu'on a dit qu'on en avait sur 12, là? Mais c'est possible d'être renversé. Donc, elle se réveillait 3 fois trempe à la vête. Elle changeait de vêtements, là. C'était mouillé son affaire. Elle a éliminé 20 livres en 12 semaines. Ses chaleurs sont moins présentes. Elle en avait un peu, mais c'était pas comme rien comme avant. Elle n'a plus besoin de se changer de pyjama. Elle, il fallait qu'elle change, là, puis qu'elle change ses draps par nuit, là. Elle a plus d'énergie, meilleur teint, meilleure peau, plus tonique, là, parce que je vous ai dit que quand tu manges bien, tu aides à sécréter naturellement ton collagène. Il va y avoir une classe collagène demain pour les gens qui ont pris le VIP. En passant, le VIP, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour l'acheter. Quelqu'un me demandait ce que ça consistait. Bien, il y a la classe collagène qui vaut 77 $. Vous avez les replays de tout ce challenge-là que les autres vont avoir accès rien qu'un temps limité. Il y avait des recettes, 9 recettes bonus en plus. Puis en plus, les gens avaient tout leur matériel menu d'une semaine, puis tout ça à l'avance. Donc, tu peux avoir ça. Puis toutes les recettes d'hier de la démo cuisine, vous l'avez tout le PDF aussi écrit. Donc, si ça vous intéresse, là, donc, retrouver sa qualité de vie. Et tu sais quoi, la meilleure, c'est que c'est son conjoint qui était content. Parce qu'elle était impatiente, puis c'est dormir dans un lit qu'il faut que tu te changes, puis que c'est mouillé 3 fois par nuit, ça dérangeait le conjoint aussi. Fait que lui, ça l'affectait, ça affecte tout le monde autour, finalement. Donc, c'est un peu la même chose que je vous ai dit. Moi, j'ai stabilisé mon cholestérol, j'ai éliminé un col irritable, j'ai éliminé un 12-15 livres sans effort, je mange plus. J'ai eu un équilibre hormonal qui m'a permis d'avoir une ménopause sans symptômes. J'attrape jamais les rhumes, les grippes, toutes ces affaires-là que tout le monde attrape. Ma peau, c'est drôle parce que je me fais souvent dire que j'ai un beau teint, tu sais, un beau teint. Donc, ça joue, là, tu sais, quelqu'un qui a le teint vert, ben, c'est qu'il manque un moment donné de nutriments. Puis moi, ben, comme je vous ai dit, là, j'étais athlète du verre et or à l'Université de Sherbrooke. Je cours pas aussi vite qu'avant, mais comme je vous dis, je suis encore très en forme. Je donne des cours de conditionnement physique en plein air, puis je suis inscrit aux courses du marathon d'Ottawa. OK? Donc, c'est possible pour tout le monde. Et le reste, je pense que je vais vous le présenter demain. Mais juste pour vous dire, Lucie Major, elle avait justement eu un cancer, puis elle était suivie, elle avait droit à des soins infirmiers à domicile. Puis à un moment donné, après, pendant la formation, l'infirmière a dit, là, tu n'as plus droit de service à domicile. Elle a dit, tu es rendu trop en forme. Elle n'avait plus besoin de faire de sieste. Puis ils ont dit, tu n'as plus besoin des services à domicile. Donc, c'était drôle, mais c'était en même temps positif. Puis c'est elle qui disait qu'elle n'avait plus besoin
de déodorant. Je sais, je vous disais hier, là, plus besoin de déodorant parce qu'elle a dit qu'elle n'a plus d'odeur corporelle. Bref, Anne-Renée, elle est cœliaque. Elle est cœliaque, puis elle avait deux petites filles, puis elle a dit justement, ça l'a aidé là, au niveau des choix des menus, mes fameuses templates végé et sa digestion. Parce que quand tu es cœliaque, puis tu as de l'inflammation, tu as tout le temps mal dans le ventre, puis ça joue sur ton immunité. Elle attrapait tout. Elle s'entraînait en plus avec moi ici pour des cours en plein air, puis elle manquait souvent justement parce qu'elle est tout le temps malade. Donc, ça joue sur tout ça. Fait que, elle, je vais vous la présenter demain. Donc, c'est ça que je vais vous dire. Donc, c'est ça l'Académie Transition VG. Et on va ouvrir les inscriptions officiellement demain. Je vous présente ça demain, puis avec mes 7 clés du succès, là, puis avec tous les tirages, puis tout ça. Mais je voulais juste vous dire que les premières personnes qui s'inscrivent, il y a déjà des gens qui se sont inscrits depuis hier soir. Vous pouvez vous inscrire au forfait régulier ou au forfait VIP. Le VIP, il y a du coaching avec moi, coaching de groupe, des experts, des cadeaux et la possibilité d'avoir des reçus d'assurance au montant de 645 parce que c'est les parties où tu as accès à moi qu'on a le droit. Donc, toutes les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, dans le fond, aujourd'hui avant minuit ou avant samedi midi, là, parce que demain, ça va être de 10 heures à midi, vous avez en plus ça, ces 10 recettes express en bonus en vous joignant. Donc, c'est un programme je vais vous le représenter demain, là, mais tu sais, c'est un programme de 10 semaines avec 35 démonstrations cuisine, 70 recettes, 10 coachings en direct. Et donc, à chaque semaine, on a du coaching nutrition. Qu'est-ce que Dr. Jules vous a parlé? On explique la science. Où est-ce que tu trouves ton calcium, ton ci, ton ça? À chaque semaine, on a des démos cuisine. À chaque semaine, on a du coaching mindset. Puis à chaque semaine, on a une rencontre en direct les mercredis soirs. Fait que je vous laisse le lien en dessous. Je viens juste de le mettre ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à aller plus loin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à renverser leurs symptômes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Écrivez dans le chat, puis je sais pas, Jacqueline, si tu es capable d'écrire le lien vers notre fameux lien qu'on a mis dans le groupe Facebook hier, là, tu sais, le lien qu'on a mis dans le groupe Facebook où on a les 3 photos de nous, puis on vous dit si vous voulez aller plus loin, assurez-vous qu'on est là. Donc, il y a des gens inscrits, yes! Donc, qui sont inscrits, ça serait le fun. Donc, bon, ça va vite, là. Donc, écrivez-nous ça. Et voilà. Ce que je peux juste vous dire, c'est que moi, je vous enseigne à faire des galettes, je vous enseigne à faire du pain aux bananes. C'est juste que je vous le montre avec des ingrédients entiers. C'est sûr que du pain, tu peux manger du pain, mais c'est quand même fait à base de farine, c'est quand même un aliment transformé. Donc, je vais te montrer les meilleurs choix. Mon but, c'est de t'ajouter des choses et non pas de t'en couper. Les gens me demandent quelle huile utiliser, c'est parce que je vous montre à cuisiner sans huile. Si tu veux en utiliser, je vais te montrer peut-être lesquelles, puis avec parcimonie, mais notre but, c'est de diminuer les gras. L'alimentation qui renverse les artères bouchées, là, c'est faible en gras. C'est sans gras ajouté. C'est encore plus sévère que ce que moi j'enseigne. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui.